Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser à cet appareil qui est un distorsiomètre purement analogique, qui a on va dire une vingtaine d'années, qui est un des appareils que j'ai récupéré dans les poubelles à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment ce style d'appareil fonctionne pour pouvoir mesurer la distorsion harmonique d'un signal qui rentre sans rien savoir de ce signal a priori, ni sa fréquence, ni son amplitude, ni rien du tout, et qui permet à la fin de trouver un taux de distorsion en pourcent. Cet appareil a toutes sortes de gammes qui va jusqu'à, on va dire, des valeurs assez basses de mesure, parce que ici, bon, je suis à l'échelle la plus faible, 0,2%, et en fait, ce qui est affiché, les 4 chiffres là sont en valeur en 10-3, ce qui correspond à 0,0001% de distorsion pleine échelle. Bon, il est moins précis que ça, mais disons, ça donne une idée du style de plage de mesure qu'on peut faire. Alors ici, il est alimenté avec un générateur BF en sinus, qui donc donne une taux de distorsion de 0,03%. C'est à peu près ce qu'on a dans ce style d'appareil, style de générateur. Et donc, en fait, cet appareil est plutôt simple. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est une entrée, un sélecteur de plage de tension d'entrée. Il indique même si la tension d'entrée est trop élevée ou trop faible. Donc, ça permet simplement de se mettre dans la meilleure plage d'utilisation, des valeurs d'échelle pour l'affichage de distorsion, pour avoir la meilleure précision possible, quelques options de filtrage du signal d'entrée pour éviter de prendre du bruit qui serait indésirable dans le mesure de la distorsion. Il ne faut pas oublier que ça mesure la distorsion et le bruit. Même si à l'origine on veut calculer la distorsion, il ne faut pas oublier que le bruit est aussi incorporé. Ce n'est pas un analyseur de spectre du tout. Il va mesurer tout le bruit. Et en sortie, il va afficher soit la valeur RMS, soit la valeur moyenne, selon le type de composant et le type de méthode d'évaluation de la tension de sortie de l'analyseur qu'il y a dedans, va être utilisée. Donc, simplement, voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Alors, il offre quand même une paire de signaux de sortie ici. Le premier, Function Output, c'est ce qui a été évalué par l'appareil avant d'être converti en valeur RMS. C'est en fait la sortie de l'analyseur. Monitor, c'est simplement le signal d'entrée, mais à gain constant. C'est-à-dire que c'est vraiment la même chose que le signal d'entrée, sauf qu'il aura un gain constant, quelle que soit l'amplitude de la tension d'entrée. Donc, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, il y a un contrôle automatique de gain qui fait que le signal d'entrée va être converti en un signal équivalent, mais d'amplitude constante. Ce qui quelque part est un peu logique parce que ça permet de faire une comparaison entre un signal qui est toujours de même amplitude par rapport au résiduel de ce signal auquel on a enlevé le fondamental. Ce qui est en fait la méthode de base de ça. Comment on calcule une distorsion harmonique? Mais ça, on prend un signal, on enlève le fondamental et on compare le résidu avec le signal d'origine. C'est vraiment ça, et le pourcentage, c'est le rapport de l'un sur l'autre. Donc, ici, Function Output, c'est simplement le signal d'entrée moins son fondamental. Enfin, disons, ici, ce serait plutôt le signal monitor moins le fondamental. Et ce qui permet de faire facilement le rapport et de le transformer, soit avec un convertisseur RMS, soit un truc comme ça, avec des valeurs de référence qui sont fixées par l'appareil, et ne pas être tributaire de l'amplitude du signal d'entrée. Alors, qui dit contrôle automatique de gain, dit des techniques qui permettent, quel que soit le niveau d'entrée, d'avoir un niveau de sortie constant. Mais ça fonctionne que jusqu'à un certain seuil. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs plages de sensibilité d'entrée. C'est pas vraiment une plage de sensibilité, c'est simplement différentes plages sur lesquelles le contrôle automatique de gain peut fonctionner d'une manière correcte. Ce sont des systèmes qui n'ont pas des dynamiques fantastiques, donc ça permet en imposant à l'utilisateur de donner des plages d'amplitude, d'avoir des contrôles automatiques de gain qui travaillent sur des plages pas trop élevées, ce qui permet de garantir au moins une stabilité sur quelque chose qui ne soit pas trop extrême. Mais ça permet quand même de savoir que, comme le contrôle automatique de gain ne peut pas s'exécuter vraiment correctement, ça permet quand même de savoir si le signal est trop faible, donc il faut baisser, ou s'il est trop élevé, il faut augmenter. Donc on peut quand même détecter qu'on n'est pas dans la plage optimale. Et c'est ce à quoi servent ces LED-là. Donc voilà. Donc rien qu'en regardant en vue de l'extérieur, on se dit que quand même, ce truc-là a
un système d'amplification à l'entrée qui fournit un signal d'amplitude constante. On a une fonction de sortie qui fournit le signal moins le fondamental, ce qui veut dire quelque part qu'il doit y avoir un filtre bouchon, c'est-à-dire qui coupe une fréquence donnée, et que ce filtre bouchon fournit ce signal-là. Ce qui veut dire aussi que, comme il n'y a pas de réglage de fréquence ici, ce filtre bouchon est ajustable en fréquence. Et non seulement ajustable, mais en plus, l'appareil est capable de chercher et de trouver automatiquement la fréquence du fondamental du signal d'entrée. Donc, ce sont quand même des mécanismes purement analogiques ici. Il n'y a aucun microcontrôleur, rien de tout ça là-dedans, c'est purement analogique. Donc, c'est intéressant de voir un peu comment cet appareil peut essayer de capter la fréquence du fondamental, se débrouiller avec les amplitudes qui peuvent être assez grandes. Cet appareil peut accepter jusqu'à 300 volts crête-crête en entrée, ce qui est quand même assez considérable par rapport à toute la plage acceptée. Et voir comment en analogique, automatiquement, on peut faire ce genre de truc. Alors, le problème, c'est que c'est un appareil qui est d'une marque, Promax, qui est une marque, je crois, espagnole. D'ailleurs, c'est écrit en espagnol dessus, en partie. C'est une marque un peu confidentielle. Et bon, trouver le manuel de service dessus, c'est mission impossible. Il n'y a aucune trace, il n'y a rien du tout sur cet appareil-là. Mais, en fait, en l'ouvrant, en regardant un petit peu ce qu'il y a dedans, etc., je me suis rendu compte que cet appareil est en fait une espèce d'appareil fortement inspiré, je ne vais pas dire copie, hein, mais c'est très fortement inspiré du même appareil venant de chez Tektronix, qui est de tête, je crois que c'est le TA330, qui est en fait un module qui se met, c'est un plugin qui se met dans une espèce de rack de chez Tektronix. Et en fait, j'ai remarqué que les composants qui sont là-dedans sont quasiment ceux qu'on retrouve dans le Tektronix, et en fait, ils fonctionnent sur le même principe. Alors, pour expliquer et comprendre comment cet appareil fonctionne, en fait, on utilisera le manuel de service du Tektronix. On retrouvera les composants, hein, on retrouvera les parties internes à ça, et on verra comment cet appareil fonctionne pour capter les fréquences, adapter les gains et finalement à la fin mesurer un taux de distorsion d'une manière automatique et d'une manière purement analogique. Alors on va commencer à le manipuler un peu avec l'oscilloscope et générateur BF, voir ce qui sort et comment il réagit quand on change le signal d'entrée. Et après on va l'ouvrir, regarder ce qu'il contient et essayer de comprendre comment il fonctionne. Ok, donc là j'ai branché le distorsiomètre sur un générateur BF. Ici il est calé à 5 kHz. Sur l'oscilloscope ici, j'ai la tension qui sort de l'analyseur de ça. Donc c'est ce qui est après simplement converti en valeur RMS et affiché. Hein. L'oscilloscope est synchronisé sur le générateur BF. On va voir pourquoi, ce qui permet un peu de déduire quelques petits trucs sur le fonctionnement. Donc là, ici en sortie, j'ai quasiment rien. Disons que simplement, comme j'alimente avec une sinusoïde avec finalement assez propre, la distorsion est assez faible, elle est de l'ordre de 0,018%. Ça c'est le résidu que j'amplifie beaucoup. C'est juste, on va voir voilà, quoi, des résidus, on va dire numériques, parce que c'est un générateur BF de synthèse. On voit un peu des saloperies qui restent, mais bon, on voit que c'est tout ce qu'on arrive à obtenir de la sortie de l'analyseur. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est comment se comporte ce truc-là si par exemple je lui donne un signal carré. Alors si j'envoie un signal carré, déjà je suis hors échelle. Hein, on voit que là, donc je suis vraiment obligé d'aller à 100% parce que en fait, ce signal carré contient énormément de distorsion. Ici, je suis à près de 40% de distorsion. Et ici, on voit le signal qui est analysé derrière au niveau du convertisseur RMS. Bon, ça, c'est le signal en sortie de l'analyseur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement un signal carré auquel on a soustrait une sinus. Ça va tout simplement le signal moins son fondamental, c'est ce qui reste.
Donc on voit vraiment, on voit bien la logique du truc, hein. On voit bien que le truc, ben, simplement, il a pris le signal, il a enlevé le fondamental, et après il va mesurer le résiduel qui est de cette forme-là. Maintenant, si je prends un signal triangulaire, ben, on obtient, on voit, on devine le signal triangulaire ici, comme ça, auquel on a enlevé une sinus. C'est plutôt étonnant. Alors la sinus, elle est enlevée sur la pointe du triangle. Donc ici, on a le passage à zéro de la sinus. Donc ici, bon, c'est plus difficile de voir l'opération arithmétique qu'il y a entre le triangle et la sinus qui est du fondamental, mais c'est le type de signal qu'on obtient ici. Donc on voit encore une fois le signal d'entrée moins son fondamental. Donc c'est vraiment, vraiment le principe même du calcul de distorsion de cet appareil. Après, tout est dans l'art des échelles, du gain, etc. pour faire des mesures de ratio comme ça, pour obtenir quelque chose de précis. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est comment cet appareil se comporte lorsqu'on change la fréquence. Ça nous donne un petit peu d'informations sur quelle méthode il utilise pour essayer de se caler sur la fréquence. Alors je suis à 5 kHz, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de 5 kHz à 6 kHz. Donc là, je vais peut-être diminuer la sensibilité. Là, je repasse à 5 kHz. On voit déjà que l'appareil utilise un balayage dans un sens, dans l'autre, et hop. Le problème, c'est que c'est rapide, mais on voit que il part d'un sens, il passe par 0, hop, hop. Le problème, c'est que c'est un peu rapide, mais là, je ne peux pas le ralentir pour le faire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cet appareil, quand il est hors course, quand il détecte que ce qui rentre se retrouve en sortie du filtre bouchon, simplement, il va balayer toutes les fréquences que le filtre bouchon est capable de balayer. Il va partir le bas, il va faire aller vers le haut, il va passer la fréquence d'analyse, il va détecter qu'il a passé la fréquence, il va revenir en arrière et il va en fait se converger vers la valeur du filtre en faisant un aller-retour. Alors souvent il suffit d'un aller-retour pour qu'il s'y retrouve. Mais là il fait 1 à 2 allers-retours. Voilà. Hop, hop, et puis voilà. En fait, il fait toc, toc, et il converge au bout de 1, 2, 3, hop, passage. Simplement, on le verra quand on étudiera le fonctionnement de ça. Simplement, ce système comporte un analyseur de phase qui permet de comparer la phase du signal qui rentre avec la phase en sortie d'analyseur du circuit bouchon. Lorsqu'on n'est pas calé sur la fréquence du fondamental, le circuit bouchon fournit une fraction du signal d'entrée. Et il n'atténue pas ou très peu le signal d'entrée. Par contre, il aura un impact sur la phase du signal d'entrée. Donc, avec un détecteur de phase, selon du côté où on est au niveau du filtre bouchon, selon du côté où on est de la fréquence fondamentale du signal, en fait, on a une phase qui est dans un sens ou dans l'autre. Et avec un simple comparateur de phase entre l'entrée et la sortie de l'analyseur, donc du filtre bouchon, il peut savoir dans quel sens il doit balayer les fréquences. Et c'est vraiment un système purement automatique, purement analogique de balayage de fréquences. Tout l'art est simplement de créer, d'imaginer un système de filtrage à circuit bouchon à fréquence variable, piloté en tension, évidemment. C'est pas un potentiomètre qui tourne en interne, hein, tout est fait en tension ou en courant, d'une manière électrique. Donc pouvoir faire un système sélectif qui soit commandable électriquement, qu'on peut faire balayer dans un sens et qui est asservi sur une position en phase entre le signal d'entrée et le signal qui va être analysé après. Et c'est ça qui est intéressant d'étudier dans cet appareil. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir cet appareil-là pour voir. Et après, on étudiera le fonctionnement à partir du manuel de service du Tektronix, l'appareil Tektronix qui a fortement inspiré cet appareil-là. Et on regardera un peu le fonctionnement du circuit bouchon, attaqué en tension, d'une manière plus ou moins indirecte, par des composants particuliers. Et on va voir qu'en fait, ce système-là est un système très malin,
très efficace, qui ne ressemble pas trop à ce qui existe dans d'autres types de distorsiomètres. Alors bon, là c'est vraiment un fonctionnement particulier, je le trouvais plus intéressant parce qu'il est entièrement automatique, il n'a pas besoin de générateur, contrairement au tout premier distorsiomètre qu'il y avait. Il disposait d'un générateur BF dans lequel on fait rentrer l'appareil sous mesure, alors que là, je ne vais pas mesurer la distorsion d'un générateur BF en lui envoyant une fréquence. Donc il y avait à l'époque des limitations. Il y en a d'autres où on bougeait manuellement le circuit bouchon en essayant d'annuler le signal ou des choses comme ça. C'était beaucoup plus embêtant. Il y a des systèmes qui sont alors beaucoup plus évolués pour ça, qui sont plus adaptés à des fréquences plus élevées, mais qui sont des systèmes hétérodynes. C'est-à-dire qu'on prend le signal qu'on veut mesurer, on lui mélange un signal avec un oscillateur jusqu'à ce que le produit des deux signaux fournisse un signal qui va tomber sur une fréquence fixe d'un circuit bouchon sélectif. L'hétérodyne, c'est simplement un système qu'on retrouve en radio, où ce sont des systèmes qui permettent de recevoir la radio. Le super hétérodyne, c'est une variante. C'est simplement un de ces systèmes de mixing de fréquences qui permet de faire soit des miroirs en fréquence de fréquence, soit de prendre un système en fréquence et avec une autre le décaler dans d'autres plages de fréquences. En fait, c'est vraiment du jeu de fréquences. Et avec un oscillateur variable et un signal qu'on veut analyser, on peut faire un mélange des deux de telle sorte que le fondamental du signal qu'on rentre va tomber exactement à un endroit que l'on veut. Donc cet appareil-là lui fait varier un filtre sélectif avec une tension. L'hétérodyne va faire varier la fréquence d'entrée, va créer une fréquence équivalente à celle d'entrée, mais va la faire varier avec un oscillateur. Donc c'est une toute autre logique. Il y en a un qui va travailler en fréquence, l'autre qui va travailler en tension sur un filtre. Il existe encore d'autres systèmes, avec par exemple des PLL qui vont s'accrocher à ça, et des convertisseurs fréquence-tension, ou des choses comme ça, qui permettent aussi de calculer et de trouver à quelle fréquence on est. Parce que c'est vraiment première tâche qu'a à faire cet appareil, c'est de trouver à quelle fréquence on est. Donc lui utilise des filtres sélectifs variables à recherche automatique, et celui-là je le trouvais plus intéressant. Après je n'ai pas trouvé, j'avais pas de mesure de distorsiomètre en utilisant le système hétérodyne parce que ce n'est pas pour ces plages de fréquences là. Mais l'hétérodyne était aussi un sujet intéressant, mais ça, bon, éventuellement je pourrais en parler quand on fait la réception radio, comment des postes de radio utilisent des mélangeurs moyenne fréquence pour extraire des fréquences très élevées pour obtenir finalement une plage de radio. Et l'hétérodyne, avec des générateurs de fréquences variables, permettent de balayer plusieurs stations. Et ça, c'est un des fondamentaux de la réception radio en général, c'est faire de la translation ou du mirroring de fréquences et de le faire à partir d'oscillateurs. Mais ici, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, on est dans un distorsiomètre, on va dire audio, entre guillemets, donc dans des plages jusqu'à 100 ou 150 kHz, mais qui fonctionne quand même d'une manière purement automatique, sans aucun processeur, ni microcontrôleur, ni quoi que ce soit, que de l'analogique, que du old school, qui est vraiment un art qui est en train d'un petit peu disparaître malheureusement, malgré des fois les moyens ultra malins qui sont utilisés pour faire la tâche. Donc on va ouvrir ça, puis on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Ok, donc voilà l'appareil ouvert. Alors c'est vraiment beaucoup de vide, on peut voir. Il y a juste un circuit au fond principal, circuit d'alimentation au fond, et un circuit supplémentaire ici, en fait, qui est le convertisseur RMS, on verra plus tard. De l'autre côté, il n'y a absolument rien, juste le circuit de l'autre côté. Double face, trou traversant intégralement. Alors, assez bien conçu parce que les couvercles sont avec deux vis, et les deux vis sont emprisonnées dans la tôle. Et ça permet de les virer. Ça, c'est vachement... Je vois assez rarement ce style de montage, c'est vachement pratique. Ça évite de foutre des vis partout. Ok, donc globalement, bon, il n'y a rien de particulier comme ça à première vue. Bon, l'alimentation, on va zoomer, je vais essayer de zoomer pour mieux voir à chaque fois. Donc alimentation, alors là,
très à l'ancienne. Deux MUA 723. Là, vraiment les très vénérables régulateurs de l'époque qui nécessitaient de piloter des transistors de puissance et qui étaient ajustables. Ici, on a des ajustables de 20 tours. Ok. Donc là, rien de spécial à en dire à ce niveau-là. Alors après, il y a une carte avec beaucoup de circuits analogiques. Alors, beaucoup de circuits de toutes sortes, tous montés sur support. On peut voir ici, tout est vraiment du trou traversant, avec tous les circuits intégrés sont sur support. Alors, il y a quand même vraiment des choses qui vraiment déboulent dès qu'on regarde un petit peu. Alors la première chose, déjà on peut aller voir au fond là-bas. C'est, alors j'essaie de zoomer dessus, par là, voilà. Ah, ici on voit, juste en dessous du, en fait c'est le commutateur rotatif des plages de mesure, deux loupiottes, deux petites, enfin c'est pas si petite que ça, c'est des lampes style Luciole, mais version plus grosse, peut faire 1 cm. Alors ça, ce sont typiquement des techniques à l'ancienne. Je ne sais pas si des gens l'utilisent encore, mais ce sont des techniques de protection, simplement des protections de l'entrée. Sachant que cette entrée est capable d'accepter jusqu'à 300 volts, en fait, ces lampes-là sont simplement en série. Et si la tension d'entrée devient trop élevée, en fait, elles chauffent, elles s'allument, et donc elles augmentent leur résistance. Et c'est un moyen de protéger les entrées en commençant à faire descendre le gain du système. Alors, il doit y avoir un pont diviseur avec ces loupiottes-là. Et c'est un moyen de protéger les entrées dans le temps. Ça ne protège pas contre les surtensions instantanées, mais ça permet de protéger sur quelque chose qui dure plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit sur les trucs à l'ancienne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir de supplément? Là, quelques relais, des relais Reed qui sont en fait des relais sans armature métallique, hein. Ce sont simplement les contacts eux-mêmes qui sont magnétiques et qui se collent ou se décollent. Donc ça fait simplement, on n'entend absolument aucun relais se faire, mais ce sont des relais blindés qui se ferment, qui s'ouvrent en fonction des calibres. Simplement ici, on voit des condensateurs film de précision, hein, ils sont de 1 à 2%. Donc on sent que là derrière, là il y a un système, un circuit en T ou un circuit de ce genre avec des condensateurs. On a différents condensateurs qui sont en décades. Ici on a du 1 micro, 1%, ici on a 0,1 micro, ici on a 10 nanos, et là on a du 1 nano qui traîne ici et là. Donc on voit une décade de condensateurs qui est commutée par ces relais-là. Et ça c'est automatique, c'est progressif et automatique. Il n'y a pas de plage de réglage, mais ce système est capable justement de commuter d'une banque de capacité à l'autre au fur et à mesure qu'il cherche ses fréquences. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt malin. Et ces relais sont pilotés par des circuits logiques. Alors on peut voir ici, dans ce coin-là, toutes sortes de circuits logiques de base, hein, des portes de base. Alors c'est un savant mélange de CMOS, par exemple ici, des 4051 ou des choses comme ça. Et du TTL, il y a du 74, je sais plus quoi, quelque part. J'ai vu des trucs de ce genre. Ici, je vois ça c'est un 7417. Voilà, par exemple. Donc, on a un mélange de circuits logiques qui permettent de piloter ça et d'une manière continue. Qui permet de pouvoir faire varier déjà les condensateurs pour avoir une sélectivité placée en fréquence à des endroits différents. Le problème, c'est qu'évidemment, on ne peut pas obtenir un balayage continu simplement en commutant des condensateurs comme ça. Donc on verra comment ça fonctionne pour le reste. Mais néanmoins, on a déjà cette partie-là. Alors, après, on remarque quand même des petites choses qui sont plutôt inhabituelles. Alors, je vais zoomer là, on va voir des choses que l'on voit vraiment rarement dans ce contexte-là. Pour ceux qui s'occupent un petit peu d'effets guitare et tout comme ça, ce sont des composants qui, eux, rencontrent assez souvent. Ce sont ces espèces de boîtes noires avec deux fils d'un côté et deux fils de l'autre. Alors, étonnamment, par hasard, Dave Jones en a montré un de composants comme ça dernièrement sur son générateur de tension alternative de référence. Il y en a un qui est utilisé. Et ça, ce sont des composants, ce sont des genres
sont les composants photoélectroniques qui en fait comprennent une LED et une photorésistance. Et la photorésistance va varier en résistance en fonction de l'illumination de la LED, mais il va varier quand même d'une manière assez considérable. Ça peut varier de quelques dizaines d'ohms à quelques centaines de kiloohms, simplement en faisant varier la luminosité de la LED. Bon, ce ne sont pas des appareils linéaires, hein, bien que ce sont des appareils il y a beaucoup de versions selon les plages, les coefficients de température, etc. Ce sont des LED donc, qui sont attaqués en courant et non pas en tension, parce qu'en tension, une LED elle varie très très vite en luminosité dès lors qu'elle commence à s'allumer, alors qu'en courant, on peut beaucoup plus facilement piloter la lumière, donc la résistance vue de l'autre côté. Alors ces composants-là, évidemment, sont extrêmement intéressants parce que ça permet d'avoir des résistances commandées en courant, tout simplement. Et là, on voit tout de suite l'intérêt de ça, c'est que là, on peut avoir des résistances qui peuvent être continuellement modifiées. Et là, on peut voir tout de suite qu'on peut imaginer des filtrages avec des résistances qui sont variables et qui peuvent être pilotées et qui peuvent être asservies. Parce que le pilotage, justement, de ces résistances-là va être issu d'une boucle d'asservissement, on va supposer, de recherche de fréquences, hein, et donc de placement du circuit bouchon à un moment donné. Donc on voit que c'est ça qui va être utilisé pour faire un filtre sélectif continuellement variable en fréquence sur une plage. Alors ça, associé au fait qu'on ait des condensateurs sur des décades comme ça, donc ça, cette partie-là associée à cette batterie de condensateur, ça permet d'utiliser ça dans une plage relativement raisonnable et de passer de plusieurs calibres de condensateurs et continuellement balayer des plages de fréquences considérables. Cet appareil fonctionne de quelques hertz à plus de 100 kHz. Et donc pour pouvoir balayer toutes ces plages de fréquences, simplement ça conjugué à ces décades de condensateurs permettent vraiment d'avoir une grande gamme et de fonctionner d'une manière totalement autonome. Et c'est grâce à ces composants-là qu'on peut le faire. Alors ces composants-là s'appellent des Vactrol. C'est des Vactol, des Vactrol, qui sont des trucs assez anciens. Alors il y en a toutes sortes, hein, qui ont tous des caractéristiques différentes, de résistance en fonction du courant, etc. Alors ici il y en a deux sortes, et là ils sont repérés par point vert ou point rouge. Alors la vraie référence est là en dessous, hein, je ne vais pas les dessouder. Bon, après, il y en a qui sont plus adaptés que d'autres dans certaines situations. Donc, ces Vactrol sont utilisés ici. Il y en a 3 qui sont utilisés dans le filtrage et il y en a 2 qui sont utilisés aussi dans l'étage d'entrée. Parce que, comme on a vu, ce système-là, la sortie ici, fournit le signal d'entrée, mais avec un gain constant. Donc, il y a un système ici qui est capable de, en permanence, rajuster son gain de telle sorte que la tension de sortie soit constante, ce qui permet d'avoir une tension de référence et de comparer avec le résidu de sortie et de faire un pourcentage directement. Et non pas travailler avec des tensions variables permanentes qui sont inconnues en entrée. Alors, ces Vactrol permettent, à partir du moment où on fait des résistances variables selon un principe électrique, ici un courant, ça permet de faire des diviseurs en tension commandés en courant. Ça permet de faire des ampliopes avec des boucles de contraction dont la résistance va être variable en courant. Ça permet donc de piloter des gains ou des divisions de tension, ou des choses comme ça, électriquement. Alors, ces deux-là, c'est ce que font ces deux pas des Varactor, c'est Vactrol. C'est ce qu'ils font. Ces deux choses-là, simplement, comment ça fonctionne ça? On verra un peu sur le truc, mais en gros, simplement, le signal d'entrée suit un certain nombre d'ampliopes. Et ces ampliopes-là, dedans, ont ces Vactrol dans leur section de gain. Et la LED du Vactrol, lui, elles sont pilotées par le signal d'entrée qui est redressé, filtré et comparé avec une tension de référence. Et donc, il y a un asservissement entre le signal d'entrée traité pour alimenter la LED et le signal d'entrée qui va passer par la partie résistive qui sert d'ajustement du gain des ampliopes. On verra ça sur les schémas, comment c'est fait.
Mais ces Vactrol sont utilisés ici comme contrôle automatique de gain et contrôle de gain fixe en sortie. Ce qui permet après d'utiliser un signal, d'avoir un signal qui va être directement appliqué au filtrage qui est ici. Et ces 3 Vactrol ici servent à faire un circuit bouchon à fréquence variable. Alors, il y en a 3. Il y en a un qui sert à régler le creux, la profondeur du creux du filtrage, et les 2 autres qui servent à faire balayer les fréquences. Donc voilà, le cœur de ce système-là, ce sont ces Vactrol. Ce sont les composants clés de ce système-là. Et ces composants-là sont extrêmement ingénieux, sont d'une simplicité incroyable. C'est si les anciens qui faisaient l'électronique se souviennent des LDR03, LDR05, qui sont des résistances variables avec la lumière. Bon, en fait, ces vieux composants ne sont que recyclés ici, mis dans un boîtier avec une LED plaquée dessus. Et c'est étonnamment puissant, avec une dynamique extrêmement grande. Hein. Certains ont des dynamiques de plus de 100 décibels. Il faut bien voir que ce sont des composants d'une dynamique considérable, avec peu de distorsion. Hein. Ils sont assez linéaires sur une certaine plage, alors selon les modèles. Et ici, c'est le cœur du système. Et grâce à ça, on peut faire un distorsiomètre avec des composants purement, on va dire, passifs, là, de ce genre, avec des photorésistances. C'est tout à fait étonnant. Alors après, si on regarde un peu plus près, bon, c'est plein d'ampli-op. Hein. Il y a beaucoup de 5534. Alors là, je vais le montrer parce que c'est plutôt rare. C'est un ampli-op, un double ampli-op qu'on voit relativement rarement. C'est celui-là, ici. C'est un 5533. C'est un double 5534, c'est-à-dire que c'est un 5532 où on a encore accès au circuit de compensation des ampli-op. Alors ça, c'est une version plutôt rare de ce circuit-là. On le voit plutôt rarement, effectivement. Je vois essentiellement des appareils de mesure. Ça fait très longtemps que j'en avais pas vu. Et celui-là, ben, on contient un. Et étonnamment, le Tektronix contient exactement les mêmes références. Ici, il y a quelques équivalents des TL72. Ici, c'est des 772 qu'on voit un peu partout. Bon, c'est des trucs à FET, donc qui ont des résistances d'entrée très très élevées. On en voit ici ou là. Ce ne sont que des composants simples. Hein. Ce ne sont pas, il n'y a absolument rien d'exotique là-dedans. Hein. À part donc des condensateurs de haute qualité, des relais blindés de bonne qualité. Alors après, une fois que c'est passé par le filtre bouchon, ben, simplement, comme le système utilise une valeur grâce au contrôle de gain fixe qui est étalonné. Il y a quelques ajustables ici ou là pour étalonner tout ça. Mais en fait, après, le dernier circuit ici ben, va utiliser le résultat du sortie de filtre bouchon et va soit faire un moyennage, ce qui est utilisé ben, simplement un filtre passe-bas. Hein, c'est quelque chose qui va simplement moyenner le signal. Ou alors utiliser ce circuit-là. Alors ce circuit-là, c'est un AD536. C'est vraiment un circuit extrêmement courant. C'est un convertisseur RMS vrai qui est vraiment un standard dans l'industrie. Il suffit de mettre une tension alternative là-dedans d'une forme quelconque et en sortie, on a une tension continue qui est proportionnelle à la valeur RMS du signal d'entrée. Donc ça, c'est ce qui est utilisé pour la valeur RMS. Sachant qu'en entrée, ben, on peut passer des valeurs RMS ou une valeur moyenne, c'est selon. Alors ici sont aussi tous les filtres disponibles en entrée. Hein. Ici, on a les filtres, le passe haut de 400 Hz pour enlever toutes les composantes, les ronflettes ou les composantes très basse fréquence qui peuvent interférer. Et ça, c'est des filtres passe bas, 80 kHz ou 30 kHz pour évidemment éviter de mesurer trop de bruit alors qu'il n'y aurait plus d'harmonique. Et on continuera à mesurer du bruit pour rien. Hein. Donc voilà, ça c'est ce à quoi sert cette dernière plaque. Hein. Pareil, c'est vraiment du... Alors ça c'est une simple face, celle-là, hein, avec pas mal de straps. Alors ça c'est vraiment le truc à l'ancienne aussi. Puis voilà, quelques ampli-op, un petit blindage sur un truc analogique, je suppose un ampli-op en dessous. Quelques ajustables pour régler les valeurs RMS comme ça. Et puis voilà, il n'y a absolument rien de particulier. Alors intéressant, les connecteurs là, le truc blanc là, il y en a un là et puis il y en a un là, ce sont des connecteurs à lame. On peut imaginer ça comme étant des espèces de cos fastones vers le haut. Alors là ici par exemple il y en a 3,
comme ça, il y a 3 cosses et puis l'autre vient se mettre dedans. Ce sont des connecteurs plats, relativement larges, donc avec une capacité en courant relativement importante. Alors ça, j'en ai jamais vu des comme ça. Ici, c'est ce qui est utilisé pour pour faire le lien entre les plaques. Par exemple ça. Alors ça, bon, l'ajustable du niveau d'entrée, bah, c'est simplement un sélecteur et puis dessus il y a des résistances simplement qui atténuent le signal. Hein, puis voilà. Et puis il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que simplement quelques circuits assez malins, purement analogiques, permettent d'automatiser vraiment une mesure sans qu'il y ait la moindre intervention de l'utilisateur sur les paramètres du signal d'entrée. Donc c'est quand même assez puissant, ça fonctionne bien, c'est stable, c'est fiable et ça marche quasiment à tous les coups. Ok, donc voilà ce manuel de service directement de chez Tektronix. Alors c'est le manuel de service du AA501 et non pas du, je sais plus ce que j'ai dit, 333 ou je sais pas quoi, qui est en fait, j'ai confondu avec un Hewlett Packard qui n'a rien à voir. Donc c'est un appareil qui a exactement la même fonction, qui a exactement les mêmes caractéristiques et finalement quand on regarde contient exactement le même style de composants et de principes. Donc là je suis sur l'étage d'entrée tel qu'il est là. Donc en entrée un système de résistance pour faire les différentes atténuations. Ici les 2 lampes qui vont protéger les signaux lorsqu'on est dans les calibres les plus directs, c'est-à-dire sans atténuation. Ensuite, on a simplement ici des protections. Ici, une protection, c'est du clamping à plus ou moins 10 volts, donc ce qui évite d'avoir plus ou moins 10 volts de chaque côté. Hein, c'est une protection à ce niveau-là. Autant la résistance ici protège contre les courants importants, autant ça protège contre les tensions importantes. Puis voilà, après, bah, c'est la mise en forme. Hein, après, il y a des détails ici ou là, mais bon, là, c'est vraiment l'étage de mise en forme de signaux, d'atténuation, etc. Maintenant, on va passer directement à la suite, au filtrage lui-même. Et c'est là que tout se passe. Alors le signal d'entrée, il déboule ici. Il est là. Donc, il va passer via ce système. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ça arrive ici, ça arrive vers un ampli-op, là, ici, normal, hein, et après ça va aller par là. Mais aussi, ça va aller par là. Alors ici, on a quoi? On a la sortie de cet ampli-op qui est redressée ici, via ces diodes-là. Donc ici, on a en fait un redresseur actif à base d'ampli-op. Et ici, on a aussi quelque chose qui ressemble à une tension de référence qui est prise sur les tensions d'alimentation, qui est rajoutée à ça et éventuellement additionné via ces ampli-op. Ici, on voit qu'il y a des filtres passe-bas, éventuellement, des choses comme ça. En gros, ici, on prend le signal de sortie, on le redresse et on lui ajoute une tension de référence. Et cette sortie, qui est, on va dire, un système redressé et filtré, va piloter des LED des photocoupleurs, là, des trucs optoélectroniques. Là. Alors ici, ce sont des 21L 478, ce ne sont pas les mêmes que les Vactrol que j'ai dans l'appareil, mais c'est exactement la même chose. Donc ici, ça pilote des LED et en fait, ça pilote des résistances d'entrée. C'est-à-dire, en gros, un pont diviseur ici, entre ça et ça. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gain de ce truc-là est fixe, mais on va plus ou moins atténuer le signal d'entrée via une boucle ici, qui va prendre le signal de sortie, qui va le comparer ou l'additionner, ou finalement le comparer à une tension donnée, après redressement et filtrage. Hein, on voit ici il y a des condensateurs qui permettent de donner une constante de temps suffisante, et en fait faire de telle sorte que l'atténuation d'entrée soit pour que la tension de sortie reste fixe quoi qu'il se passe. En fait ici on a un asservissement, un contrôle automatique de gain dont la valeur, bon, ben, elle va être fixée via ça. C'est-à-dire que la valeur en sortie ici
va être fixé par le réglage qu'il y a là. Et donc, quelle que soit la chose qui va rentrer ici, on va se retrouver ici avec quelque chose qui aura un gain fixé par justement ce pont diviseur, qui va être de telle sorte que la sortie va rester toujours à la même valeur. Donc c'est là que se passe le contrôle automatique de gain, et c'est à partir de ce signal-là, donc de l'amplitude fixe, que ça va jouer. Alors, en fait ce signal va débouler ici, il est direct là en sortie. Alors ça va être un signal là qui correspond à l'entrée, avec un gain qui a été ajusté. Ensuite, ce signal va arriver par ici, dans cette zone-là. Alors ici, on voit des condensateurs avec des relais. Condensateurs qui sont 1 micro, 0,1 micro, 0,01 micro et 1 nanofarad. Ce sont des décades. Ici, pareil, on a en décades. Ils sont commutés de la même manière en même temps. Et en fait, cette partie-là, avec cet ampli-hop-là, correspond à un filtre passe-bande étroit inverseur. Et non pas un coupe-bande. C'est un filtre passe-bande étroit. C'est un système à contre-réaction multiple. C'est un schéma extrêmement classique et utilisé d'une manière très très courante dans le cadre d'un passe-bande à bande étroite. Simplement, la réunion d'un passe haut et d'un passe bas qui sont à la même fréquence de coupure. Hein, ça correspond à ça et du premier ordre. Alors, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est un coupe-bande. Donc, ce qui va se passer, c'est que en sortie de cet amplificateur opérationnel-là, on va arriver à celui-là. Ici, on a un passe-bande qui est inversé. Le gain est de -1 par cet ampli-hop-là. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, on a une résistance. Ici, on en a une autre. Et en fait, ça, c'est le signal d'origine. En fait, on va simplement additionner au signal d'origine un passe-bande inversé. Ce qui fait qu'on va enlever le passe-bande du signal d'origine, donc on va faire un coupe-bande. On va faire l'opposé de ce truc-là. Donc en sortie ici, grâce à cet ampli-hop qui somme le passe-bande et le signal d'entrée, on va avoir un coupe-bande. Donc voilà, ça permet simplement d'utiliser un système simple comme ça, sans pont, qui est plus simple à gérer et à rendre variable plutôt qu'un système à pont de Vienne, par exemple, qui est un coupe-bande direct que l'on peut faire varier. Alors c'est ce que Hewlett-Packard utilise dans certains de ses analyseurs, où c'est un pont de Vienne, où les résistances sont rendues variables. Ici, là, on a quelques condensateurs pour les gammes de calcul, mais aussi on a cette connexion-là qui va dans cette zone-là. Et en fait, cette zone-là contient encore de ces résistances pilotées par une LED. Et c'est en fait cette résistance-là qui traîne ici qui va faire varier la fréquence centrale de ce passe-bande, qui devient un coupe-bande ici, ça par une simple résistance unique. Les analyseurs qui utilisent des ponts sont obligés de faire varier 3 résistances du pont en même temps. Et c'est beaucoup plus difficile d'obtenir. On est obligé d'avoir des zéros manuels et des choses comme ça. Le schéma ici est beaucoup plus malin parce qu'il ne nécessite la variation que d'une seule résistance. Et comme la variation est quand même limitée en fréquence, en fait, on a à la fois une variation par ce biais-là et par un changement de décade des condensateurs. Mais ça, c'est détecté automatiquement par la logique qui va attaquer les relais et qui va faire passer d'un relais à l'autre pour essayer de trouver la fréquence centrale qui correspond au signal d'entrée. Alors ici, c'est là où vraiment on voit que c'est très très malin et particulièrement efficace. Alors cette zone-là sert à 3 choses en même temps. Et c'est là où c'est vraiment malin. La première chose, c'est que cette partie-là, que l'on pourrait fortement simplifier si on enlevait, si on remplaçait juste par des composants simples, ce qu'on fera en simulation après, cette partie-là, simplement, via ça, cette partie-là, et via donc, ces résistances qui sont pilotées par l'extérieur, vont faire varier la fréquence de travail de ce truc-là. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ces résistances-là
ont un coefficient de température qui peut être relativement important, et donc c'est compensé par cette thermistance qui, elle, va compenser et va linéariser et rendre le truc plus insensible aux variations de température. La troisième chose, c'est qu'on voit que la sortie revient ici via cet ampli-hop là, un gain donné, et revient là pour revenir via un système d'ajustement de gain, pour revenir aussi se superposer à cette mécanique de résistance. Alors qu'est-ce que c'est que cette partie-là? En fait, c'est une contre-réaction superposée à tout ça. Cette contre-réaction sert à réduire la zone coupe-bande du système, ou réduire la zone passe-bande du système vue d'ici. Comment ça marche? Mais en fait, le principe ici, c'est simplement que l'ampli-hop là va essayer de contrer le passe-bande. Il va essayer de enfin ici on est en sortie coupe-bande. Il va essayer de contrer le coupe-bande en pilotant à l'entrée, en superposant le signal de sortie à l'entrée. Il va essayer de corriger simplement le coupe-bande. Mais évidemment, il ne va pas y arriver tout le temps. Il va y arriver quand le coupe-bande commence à chuter un petit peu, juste part et d'autre de la fréquence centrale. Il va commencer à corriger cette chute qui arrive un peu prématurément. Et c'est une chute qui arrive près des harmoniques. Et ça nous embête. Ce qu'on voudrait bien, c'est justement que les harmoniques ne soient pas du tout atténuées par ce filtre coupe-bande. Donc en fait, cette contre-réaction va essayer de contrer le coupe-bande jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, parce que le coupe-bande atténue trop. Mais tant que le coupe-bande n'atténue pas trop, il va réussir à rattraper le coupe-bande et à maintenir le gain du système. Ce qui fait qu'à la fin, on va se retrouver un circuit bouchon qui va être beaucoup plus étroit et beaucoup plus sélectif. C'est un moyen d'améliorer la sélectivité d'un coupe-bande via une contre-réaction. Alors ça, c'est utilisé universellement dans les distorsiomètres qui utilisent des filtres bouchons. Là, on le voit systématiquement dans les schémas. Et ici, il est superposé à ce système de résistance variable en plus. Tout l'art est justement de le superposer sans interférer avec le reste. Et ça, c'est quand même des conceptions, c'est de l'ingénierie de haut niveau. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est extrêmement malin. Et tout ça avec un schéma d'une simplicité assez incroyable. C'est très puissant. Alors, comment après ça se passe? Comment ces résistances-là, qui font varier le circuit bouchon en fréquence, sont pilotées ici? Alors, c'est piloté ici. Comment c'est piloté? Alors, on voit ici, il y a une sortie notch output, qui est vraiment la sortie du filtrage, et une sortie ici, bande discriminator, qui est en fait tout simplement le signal d'entrée, via des variations de gain ou des choses comme ça. Mais en fait, quand le filtre n'est pas sur la fréquence fondamentale, eh bien, entre la sortie du filtre et la sortie du signal lui-même, eh bien, il y a une différence de phase. Le signal se retrouve en sortie ici parce qu'il n'est pas atténué ou peu atténué. On n'est pas sur la bonne fréquence. Donc on retrouve le signal de sortie ici, sauf que ce système-là apporte un déphasage. Et selon l'emplacement où on est, avant ou après la fréquence, le déphasage est positif ou négatif par rapport au signal d'entrée. Et donc, avec un discriminateur de phase entre ça et ça, on peut savoir dans quel sens il faut faire varier la luminosité de ces LED-là pour augmenter ou diminuer la résistance, ou augmenter et diminuer la fréquence. Et donc, simplement, par un système d'analyse de phase entre ça et ça, on va pouvoir piloter ça en plus ou en moins, en luminosité. Après, bon, les réglages, la calibration se fait via cette petite résistance-là. Et donc voilà, c'est tout. Et là, on a un système qui est rebouclé et qui permet de faire varier et d'essayer de trouver. Alors le système, lui, il voit une phase qui est dans un certain ordre. Il va par exemple augmenter la luminosité des LED, qui va augmenter, augmenter, augmenter. Ça va diminuer la résistance ici, ça va diminuer, ça va en fait augmenter la fréquence de sélectivité de ça. Ça va la augmenter, augmenter. À un moment, il va même dépasser l'emplacement. Après, il va se rendre compte que le déphasage s'est retourné. Il va redescendre le courant qui est ici, faire remonter, etc. Donc, il va dépasser, il va revenir et il va se stabiliser en allant de part et d'autre de la fréquence centrale jusqu'à se caler dessus. Et à un moment, il va se caler dessus. Et en fait, c'est détecté ici.
il y a ici un système qui détecte qu'on s'est calé. Et une fois qu'il s'est calé, il va faire en plus une deuxième chose, ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que ces trucs-là sont pas forcément d'une sélectivité, enfin disons que le fond du trou du circuit bouchon n'est pas forcément à l'infini, d'ailleurs il y a peu de chances qu'il le soit, mais à cause de résistances parasites, d'inégalités ici ou là, ou de disparités ici ou là de choses, on n'a pas le maximum d'atténuation à la fréquence voulue. Eh bien, une fois qu'il est verrouillé sur la fréquence, en fait, il y a un autre système ici qui va piloter cette résistance variable-là et qui va essayer de réduire au maximum le signal de sortie qu'il va y avoir ici sur cette chose-là. Donc, il va d'abord faire varier la fréquence de telle sorte qu'on va avoir le minimum de tension de sortie ici et un déphasage nul. Et une fois qu'il sera à ce minimum-là, il va essayer de le réduire encore en bougeant ici, cette résistance-là, qui en fait fait varier le coefficient de qualité global de ce système. Donc il y a vraiment une double système d'asservissement en fréquence et en profondeur de sélectivité. Donc voilà, c'est vraiment un système extrêmement astucieux et on retrouve vraiment le même système, on retrouve les 5 systèmes optiques qu'on retrouve dans l'autre appareil et on retrouve exactement le même style de fonctionnement. Après, bon, je ne vais pas rentrer sur la logique, l'aspect, tout le circuit logique qui pilote tout ça, mais on voit bien le système de comparaison, d'asservissement, de pilotage. Après, c'est de la tuyauterie. Mais on voit la technique automatique qui est mise derrière. Et tous les petits détails, et toutes les petites capas ici ou là qui permettent de régler le système, qui permettent de rendre stable, etc., de rendre sans parasites, etc. Et on voit qu'en plus, ce sont des systèmes qui travaillent sur des très grandes plages de fréquences, hein, de quelques hertz à quelques centaines de kilohertz, de 100, 150 kilohertz, quelque chose comme ça. Et tout ça d'une manière continue. Donc en fait, commutation de condensateurs, des systèmes ici qui varient en plus ou moins, etc. On voit quand même toute la finesse de l'ingénierie qu'il y a derrière. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir qu'on peut vraiment faire des appareils automatiques sans aucun microcontrôleur, microprocesseur, etc. C'est du pur analogique et un petit peu de logique câblée de pilotage. Voilà, donc ça c'était vraiment le fonctionnement fondamental de ce style de distorsiomètre. Alors on va finir en simulant un peu ce système-là, ce système de passe-bande soustrait en coupe-bande, et voir que en fait on a un système très simple et que faire varier ces résistances-là, on fait varier la fréquence de coupure. Alors là j'ai utilisé LT-Spice et puis on va regarder un peu comment ça se comporte en vitesse. Ok, donc voilà une version très simplifiée du système au niveau du filtre. Donc ici, en dehors de cette résistance, qui est justement la résistance variable, habituellement on voit, je vais la mettre très grande pour supposer qu'elle n'existe pas dans les simulations, cette partie-là, c'est le schéma classique d'un passe-bande à bande étroite, habituel, vraiment, avec deux condensateurs identiques et de résistance. Et ça, c'est vraiment un schéma universel qu'on retrouve partout. Alors, cette partie passe-bande est inverseuse et va être additionnée au signal d'entrée, via ici, et on va voir la sortie. Donc, pour l'instant, le R3, je l'ai mis très élevé pour qu'il n'ait pas d'influence. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler déjà ce que ça donne. Et on va regarder déjà la sortie. Voilà la sortie. Donc ce qu'on voit, c'est simplement ici l'amplitude ici descend à 1 kHz et remonte. Alors j'ai choisi les composants de telle sorte que la fréquence de coupure soit à 1 kHz quand il n'y a pas cette résistance là. Alors juste pour information, le calcul des caractéristiques de ce truc là, c'est assez simple. Déjà ce truc là il a un gain et le gain c'est R2 sur 2 fois R1, au signe près, il est inverseur, mais c'est R2 sur 2 fois R1. Donc là j'ai mis R2 2 fois R1, ce qui veut dire que ce truc là a un gain de 1 à la fréquence de passante. Alors si je regarde ici,
en bleu là, bon, on ne verra peut-être pas très bien à l'écran, mais en fait, il a un gain de 1 à la fréquence d'utilisation. Voilà. Comme ça, je peux le soustraire directement ou l'additionner avec son opposé en sortie sans variation de gain. Donc ici, j'ai un gain de 1. Ensuite, la fréquence centrale de ça, en fait, c'est 1 sur la kappa fois la racine du produit de R1 R2 en radians par seconde. Donc c'est 1 divisé par, alors ouvrez les parenthèses, la kappa fois racine de R1 R2, fermez la parenthèse. Donc ça c'est la fréquence propre du truc. Alors maintenant, si j'inclus R3, en fait, le gain, lui, ne dépend pas de R3, il dépend que de R1 et R2. Par contre, la fréquence, ça devient 1 sur, ouvrez la parenthèse, C fois racine de R2 fois R1 en parallèle avec R3. C'est-à-dire que la résistance d'avant devient les deux en parallèle. Et donc, on voit tout de suite qu'on ne varie pas le gain, mais on varie la fréquence en faisant varier une seule résistance ici. Et là, on va voir que finalement, c'est ce qui se passe. Donc ici, j'ai mis une résistance très très élevée de telle sorte que c'est comme si elle n'existait pas. Maintenant, je vais passer à 10K. Donc, je me suis mis à 1 kHz. Et donc, si je passe à 10K, eh bien, la fréquence, elle a bougé. Ici, on est à peu près à 1,4, 1,5, 1,4 kHz. Si je continue à descendre, 1K, 1 kΩ, et là, je me retrouve à 3,3 kHz. Ok. Et si je continue, si je mets 100 ohms, je vais me retrouver à 10 kHz. Donc, en faisant varier de 10 kHz à 100 ohms, j'ai varié de 1 kHz un peu passé à 10 kHz. Voilà. Donc, une simple résistance ici me fait varier le filtre directement. Alors, autre chose intéressante, c'est en regardant la phase, comment elle se comporte. On voit que tant qu'on est en dessous de la fréquence centrale, la phase est négative. Et quand on est au-dessus, la phase est positive. Donc, à partir du moment où on a une fréquence qui est à côté de la fréquence centrale, ou dans l'appareil, c'est le contraire, la fréquence centrale n'est pas sur la fréquence qu'on veut analyser, eh bien, le signe de la phase nous indique dans quel sens il faut aller faire varier cette résistance-là pour essayer de s'accrocher. Et quand on est dessus, en fait, la phase vaut 0. Et c'est vraiment très simple comme principe. Et c'est parce que la phase est monotone et toujours de même signe de part et d'autre, mais de signes opposés, on peut faire un système qui automatiquement va aller dans un sens ou dans l'autre pour essayer de s'accrocher à la fréquence qui est rentrée directement. Et donc voilà, c'est vraiment un système tout simple, tout bête, qui est vraiment basé sur un schéma extrêmement classique, que l'on peut faire un système à filtre-bouchon variable et qui est asservi simplement par analyse de la phase. Et quand les phases sont identiques, on s'arrête, c'est qu'on est sur la fréquence. Et c'est ce qu'ils font. Et le creux, alors si je zoome ici, on va zoomer un peu, le creux qui est au fond, qui est limité par les caractéristiques des composants, peut encore être amélioré en touchant un petit peu cette résistance-là. Et c'est ce qu'ils font. Une fois qu'il est calé en fréquence, la phase est à 0, on peut essayer de diminuer au maximum la tension de sortie ici, en bidouillant un petit peu ça. Donc c'est un autre système asservi qui va faire varier légèrement. Et une fois qu'on est au minimum, eh bien, on peut prendre tout ce qui reste, c'est que de la distorsion harmonique. Voilà, c'est vraiment tout simple, mais tout l'art est vraiment dans la manière d'implémenter ce style d'asservissement d'une manière complètement analogique, sans aucune aide de microcontrôleur ou de FPGA ou des trucs comme ça. Et ça, c'est un art qui tend un peu à disparaître, malheureusement, et qui est pourtant extrêmement puissant parce qu'on peut faire des choses qui fonctionnent toutes seules, qui sont très robustes, très fiables, sans l'aide de toute cette artillerie qui est un peu le marteau-pilon pour écraser la mouche, quoi, quelquefois. C'est quand même incroyable qu'il fasse utiliser des microcontrôleurs pour faire clignoter 3 LED, alors qu'on pourrait très bien le faire sans, avec juste quelques composants. Et bien là,
ces appareils-là, qui à l'époque n'avaient pas de microcontrôleurs ou de choses comme ça à des prix raisonnables, eh ben, les concepteurs arrivaient à trouver des systèmes qui automatiquement se calent sur des fréquences, mesurent des choses d'une manière analogique. Et ça, c'est un savoir-faire qui est quand même important parce que ça fait vraiment partie de l'ingénierie dans le domaine. Donc voilà, c'était un épisode sur les distorsiomètres analogiques, sachant que d'autres utilisent d'autres méthodes, évidemment. Mais cette méthode-là, je la trouve particulièrement élégante et assez efficace et peut, si on fait attention, si on soigne bien ses gains, ses étages d'entrée, etc., on peut obtenir des appareils extrêmement fiables et extrêmement précis. Et on peut mesurer des distorsions de l'ordre du millième. Hein, et c'est quand même pas si mal avec quelques composants, ainsi que des photorésistances et des LED couplés entre elles, ce qui pourrait croire que ce sont des trucs très grossiers, et pourtant, on arrive quand même à faire des instruments de précision avec.